avril 2017. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée Info Hebdo pour ce numéro de rubrique, à savoir la rubrique des infos et le décryptage où je vous ferai le point de tout ce qui a fait l'actualité tout au long de cette semaine avec Médéric François Gongo, directeur de publication du journal Actu Express. Sans plus tarder, entamons cette randonnée informative avec la rubrique des infos. C'est désormais un secret de Polichinelle, une vérité de la palissade au Bénin. L'information a fait le tour des réseaux sociaux le lundi dernier, puis celui des journaux le lendemain avant d'être confirmé mercredi par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki. En effet, il s'agit du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, Candide Azanahi, qui a déposé sa démission du gouvernement du président Patrice Talon. Cette action que beaucoup qualifient de courageuse et salvatrice se justifie par la restriction des libertés observées sur le campus d'Abomey-Calavi, le projet de loi transmis à l'Assemblée nationale portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 et la fermeture de certains organes de presse qui portent entrave aux acquis démocratiques. Outre cela, selon certaines indiscrétions, Candide Azanahi aurait démissionné afin qu'il ne soit pas impliqué dans un scandale financier relatif à l'acquisition ou l'achat de 400 pick-up non adaptés aux missions diverses des forces de défense et de sécurité. Il urge de rappeler qu'avant Candide Azanahi, Sartuné Afaton a démissionné de son poste de directeur du cabinet du ministre de la Justice. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 29 mars 2017 sous la présidence effective du président Patrice Talon. 4 sujets majeurs ont été retenus parmi la vingtaine de l'ordre du jour. Il s'agit de la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale, sociale et de sécurité routière pour l'aménagement du contournement nord-est et des berges de la lagune de Cotonou, dont le coût d'avant-projet sommaire et d'avant-détail sur l'ensemble des itinéraires, après négociation, s'élève à 5 milliards de francs CFA. L'autorisation d'exécution des travaux d'aménagement et de bitumage de 122 km de voies de certains axes routiers en mode BOT. Le montant total des travaux est 164,5 milliards de francs CFA. La réalisation des travaux de la contrepartie béninoise dans le cadre du projet de construction de l'hôpital de zone d'Alada et la signature de 2 décrets à l'issue du Conseil, l'un relatif à l'organisation des examens nationaux pour l'obtention du diplôme de licence et de master dans les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués par l'État et l'autre relatif aux nouvelles mesures d'exploitation, de commercialisation, d'exportation du bois et de produits du bois en République du Bénin. Le rapport de recevabilité du projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990 a été adopté ce jeudi 30 mars 2017 à l'Assemblée nationale par les membres de la Commission des lois et des droits de l'homme. À ce vote, il faut noter que tous les membres de cette commission ont donné leur accord favorable, sauf le député Guy Mitokwe. Même la douane d'âge Rosine Vieira Soglo a voté en faveur de l'adoption du rapport. Ainsi, une plénière sera convoquée le lundi 3 avril prochain pour la présentation du dit rapport à l'ensemble des honorables députés de la 7e législature. Le président Bruno Amoussou a reçu ce jeudi 30 mars dernier à son domicile une délégation du Front pour un sursaut patriotique. Il était question pour la délégation composée des Forces Cori pour un Bénin émergent FCBE et du Parti pour la libération du peuple PLP d'attirer l'attention sur certaines dispositions incluses dans le projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Pour eux, ces dispositions sont scandaleuses car elles vont fragiliser les institutions, elles vont affaiblir le Parlement en donnant un grand pouvoir liberticide à l'exécutif. En clair, elles portent atteinte aux valeurs démocratiques et mettront en péril la nation béninoise. Soulignons au passage que dans ce même sillage, le Front pour un sursaut patriotique s'est rendu à la conférence épiscopale du Bénin. Une marche pacifique s'est effectuée ce jeudi 30 mars dans les rues de Cotonou, plus précisément de la Bourse du Travail à la place publique de l'Étoile Rouge pour exiger le retrait de l'Assemblée nationale du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Organisée par le Front pour un sursaut patriotique, en collaboration avec plusieurs organisations syndicales au Bénin, cette marche vise également à protester contre la gouvernance du régime du président Patrice Talon, qualifié d'autocratique.
Toujours dans la même dynamique, une marche de protestation s'est effectuée lundi 27 mars dernier sur l'Assemblée nationale par l'Union nationale des magistrats du Bénin et le Front pour un sursaut patriotique. Ils exigent le retrait du Parlement du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990, qui pour eux comporte des propositions de loi liberticides. Après cette marche, l'UNABAM a observé une grève de 112 heures pour exprimer leur amertume et leur indignation sur le projet de loi constitutionnelle. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour les informations phares de cette semaine. On se retrouve dans un instant pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, c'est avec vous, Médéric François. Bonsoir. Bonsoir, cher ami, et bonsoir, amis téléspectateurs. Comment vous allez? Excellemment bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, ensemble, nous allons parler de la démission du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, candidat Azanahi, qui a déposé sa démission lundi dernier. Nous allons également parler du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Alors, tout de suite, j'ai bien envie de vous demander quelle perception faites-vous de l'acte porté par le ministre délégué auprès du président de la République, candidat Azanahi? Selon vous, est-ce un acte héroïque? J'ai eu cette chance de connaître candidat Azanahi déjà en 1994, lors des préambules pour la création du Parti La Renaissance du Bénin. Plus qu'une chance, c'était un privilège d'avoir rencontré un féru de la chose politique, un patenté défenseur des droits des populations et un atypique dans cet univers de compromission, dans cet univers d'entente et d'acquaintance, à la limite incestueuse, sur le dos des populations, souvent pour des intérêts nombriliques. Je le revois tout bien, tout droit, dans ses bottes, lorsqu'il refuse de s'accommoder des méthodes désuètes de gestion, lorsqu'il refuse d'avaliser la politique qui consiste à affamer le peuple, lorsqu'il refuse de donner quitus à la dilapidation, à la limite, j'allais dire, à la subtilisation des fonds du contribuable à des fins inavouées. Lorsqu'il refuse, dans un univers où l'on apprenait le nouveau départ, où l'on en est arrivé à la faveur de la coalition de la rupture, à imprimer un rythme, à imprimer une cadence à l'alternance au pouvoir, plus que de l'alternance, ce fut l'alternative qui avait été proposée au peuple, qui a accepté, nonobstant les 23 ou 24% de l'actuel président élu, ce que nous n'avons jamais constaté depuis l'avènement du renouveau démocratique, puisqu'à l'évidence, je le rappelle, aucun président n'a été élu au deuxième tour sans avoir un minimum de 30% au premier tour. C'est-à-dire que le président Patrice Talon n'aurait pas pu être élu seul. C'est-à-dire que les acteurs principaux du nouveau départ ont eu à travailler, les acteurs de la coalition de la rupture ont eu à travailler. Et lorsque l'on regarde dans le rétroviseur pour constater aujourd'hui que les proches, que le clan, que les coquins et les copains, je pèse mes mots, en sont arrivés à créer le Bénin révélé pour ravaler. Mais candidat Azanahi, le nouveau départ est ravalé. La coalition de la rupture, nous ne pouvons qu'être en phase avec candidat Azanahi qui, déçu par le non-respect des engagements de départ, qui, déçu par la non-satisfaction des désirata des populations, qui, déçu également par la gestion que l'on fait de son ministère sans pour autant l'y associer, nous a-t-on dit, dans les raisons. Il est ministre délégué auprès du président de la République. Lorsque l'on voit déjà ce poste, et lorsque l'on scrute dans le rétroviseur pour voir un peu le rôle que le président, candidat Azanahi, a eu à jouer, les risques qu'il a eu à prendre, d'abord pour l'élection de l'actuel ministre de la Justice, qui criait beaucoup dans le cadre de la société civile, mais que l'on ne connaissait pas sur le terrain politique à Cotonou. Et toute la suite, je veux parler de Nobimé, ce qui a permis éventuellement... Donc pour vous, en fait, le fait qu'on nomme candidat Azanahi ministre délégué auprès du président de la République, c'est une ingratitude compte tenu de tous ces risques qu'il a pris pour le président Patrice Talon. C'était... Je ne parlerai pas d'ingratitude, parce qu'en politique, comme on le dit,
le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie, s'en accapare et lui démontre qu'il est le maître. Et lorsque l'on s'est investi comme il a fait, lorsque l'on a sué sang et eau, lorsque l'on a risqué de sa vie et de la vie de ses proches, je me dis que concéder à l'honorable candidat Zanaï, au président candidat Zanaï, le poste de ministre délégué, c'est la portion congrue. Mais je me disais... Donc il y avait déjà de frustration selon vous, évidemment, le ministre était déjà frustré. Dès le départ. Mais pourquoi il n'a pas démissionné dès le moment de sa nomination? Non, il ne pouvait pas démissionner, tout simplement parce qu'on ne lui a pas donné ce qu'il ne voulait pas. Ce n'est pas lui ça. Aujourd'hui, qu'il constate, ensemble avec le chef de l'État, que le peuple béninois a faim, qu'il constate, ensemble avec les objecteurs de conscience, que le gouvernail n'est plus maîtrisé, que le bateau prend de l'eau de toutes parts. Aujourd'hui, qu'il a la certitude que les choix stratégiques ne répondent aucunement à aucune. Je parle particulièrement du budget exponentiel de 2000 milliards, devant nous amener à nous saigner sur 45%. Si je tape sur les 9 000 milliards durant les 4 ans, nous devons aller jusqu'à 45% de notre PIB. Quel pays peut faire pression sur lui-même dans l'ordre de 45% de son PIB se développer? Lorsque nous constatons la prééminence de certaines personnalités qui n'ont été que du combat dans une moindre mesure que lui, lorsque nous constatons, j'allais dire, la confiscation du tissu économique du pays, nous avons des raisons de nous mettre résolument au même diapason que candidat Zanaï. Mais dites-moi, selon vous, alors s'agit-il d'un acte héroïque? Nous avons titré au niveau du Atu Express, dont je suis le fondé. Nous nous étions demandé si candidat Zanaï se retrouve encore dans la peau de sauveur de la République, une fois de plus. Mais est-ce que selon vous, les populations vont quand même adhérer? Parce que candidat Zanaï, dans ce pays, il l'a vendu Boniaï, il a fait le chaos pour Boniaï, et après il a décrié Boniaï. Aujourd'hui, il a vendu ensuite Patrice Talon, aujourd'hui il décrit encore Patrice Talon. Est-ce qu'il a encore de crédibilité auprès des populations béninoises? Vous savez, en politique, il n'y a pas de relation ad vitam aeternam. Et lorsque nous nous entendons, nous élaborons une plateforme, chacun prend des engagements, avec un mécanisme de suivi et d'évaluation rigoureux, à évaluer dans le temps, et que l'on se rend à l'évidence, même pas à mi-parcours, au début du parcours, qu'il y a des dérapages, qu'il y a des errements, qu'il y a des écartades, à la limite qu'il y a des compromissions dangereuses pour la suite des événements, l'on doit prendre ses responsabilités. On doit prendre ses responsabilités. Mais est-ce que devant le peuple et devant l'histoire. Oui, mais est-ce que vous ne voyez pas le fait d'une fuite de responsabilité? Parce que c'est quand même facile. Quand vous faites un choix, vous devez en mesurer les exigences et en appréhender les difficultés. Déjà, candidat Zanaï, en voulant porter son choix et en voulant amener le peuple et en servant Patrice Talon sur un plateau d'or, devait quand même comprendre et déjà appréhender l'avenir et être prévisible. C'est vrai que gouverner, c'est prévoir. C'est vrai également que lorsque l'on est... Parce que quand lui quitte le gouvernail, qu'en serait-il du peuple qui va rester, qui va supporter encore Patrice Talon pendant les 4 autres prochaines années? Non, le peuple qui a supporté Patrice Talon, ça fait 4% au fort, avec tout ce que nous savons. Mais vous savez ce qui s'est passé? On l'a dit, et c'est Odin Ladati qui l'a dit, que Patrice Talon aurait pu se faire élire sans tous les autres soutiens. Oui. Il a été rejoint à plusieurs reprises par certains qui, évidemment, dans une logique de gourmandise, de rapacité, de voracité, n'ont voulu partager le pouvoir avec aucun de ceux qui ont fait le président de la République. La même logique aurait été à la base du départ de l'honorable candidat Zanaï. Mais dans le cas de figure, je crois que l'homme est en phase avec lui-même. Lorsque ça ne va pas, il faut avoir l'audace de partir. On ne peut pas se mettre dans un système qui ne fonctionne pas, un système qui affame le peuple. Aujourd'hui, je ne le dis pas. Je complète ce que le chef de l'État lui-même a dit, même s'il nous donne encore 2 ans pour serrer, non pas pour serrer la ceinture, pour porter des gaines, comme l'aurait dit le ministre, l'ancien ministre des Finances, Gomi Kouché. Je crois que dans le cas de figure, l'acte de l'honorable honoraire, parce qu'il est député honoraire,
Candide Azanaï est un acte de bravoure politique fortement apprécié par les populations. Fortement apprécié par Un la acte population. qui met à mal Oui. la solidité du gouvernement et qui met à nu les failles d'un système qui est assis sur un sable mouvant. Donc, pour vous, c'est que Candide Azanaï est parti compte tenu du fait, parce que vous évoquez deux clauses en fait. Il y a plusieurs clauses. Il est parti d'abord à cause du fait qu'il est frustré parce qu'il a, Non, il a, pas mouillé, frustré, pas il a mouillé frustré. le maillot pour Patrice Talon. Non, il y a d'abord. Et compte tenu de la gestion du pays. Voilà. Il a d'abord le non-respect des engagements de départ. C'est quelqu'un qui ne se retrouve plus dans le cas de figure de l'exercice du pouvoir actuel. Mais est-ce que vous pensez, parce que vous dites que le président Patrice Talon a quand même mis le pays dans un état chaotique. Est-ce que vous ne Cataclysmique. Chaotique, le mot est peu. Non, cataclysmique, si vous le dites, vous mesurez vos mots. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est peut-être dû, comment on appelle, à la situation économique que Patrice Talon a hérité? Est-ce que ce n'est pas dû, comment on appelle, au fait que Patrice Talon veut inculquer des réformes qui ne sont pas totalement en phase avec celles qui étaient là? Parce qu'on sent quand même une restauration ou une rénovation, comme on appelle, de la République et du système administratif. Ce n'est pas cela qui fait que les réformes sont douloureuses, tout est pénible et tumultueux. Écoutez, je mesure mes mots. Ceux qui sont là ne connaissent pas l'affaire. Ils ne savent pas gérer. C'est vrai qu'ils ont eu la chance dans le privé de se retrouver au bon moment, au bon endroit. C'est vrai qu'ils ont eu la chance d'avoir été des gestionnaires d'agrément de l'État. Et ils n'ont appris que ça. Ils n'ont jamais appris à souffrir, à créer la richesse. Ils se sont retrouvés au bon moment, au bon endroit. Ils placent les pions, ils savent décaisser quand il le faut, et après, ils se repliaient dans les agones pour gérer le reste. Ils ne connaissent pas. Excusez-moi du peu, je les respecte, je vois il y a des éminences même qui laissent engloutir leurs compétences dans cet océan d'incompétences notoires. Comme qui, par exemple? Je parle de ABT surtout, je ne parlerai pas de Koupaki qui ne m'a jamais donné la preuve de ses compétences. Moi, je n'ai jamais cru en ses compétences. Au-delà des beaux mots, au-delà des belles phrases, partout où il a été, il maîtrise beaucoup de dossiers d'État. Il ne maîtrise absolument rien. Partout où il a été, il ne m'a jamais convaincu de ses compétences. Je le dis et je mets au défi quiconque pouvant m'amener un seul dossier que l'actuel ministre, secrétaire général du gouvernement, un seul dossier qu'il a géré du début jusqu'à la fin. Ah bon, ok, il n'a jamais fait durant les 7 ans ou 8 ans qu'il a fait avec Boni Yahi. Et aujourd'hui, il se complaît dans son poste de lecteur. Il n'est pas lecteur parce qu'après le point de presse, quand même, il explique quand même aux journalistes comment on appelle, les différentes décisions et il va loin. Mon cher ami, s'il est quelque chose avec laquelle je refuse de m'accommoder, c'est de plaire. À mon âge, par rapport à mon parcours, plus de 20 ans dans le métier, on ne cherche plus à plaire. On agit pour prendre date dans l'histoire, être mis en cause dans le futur et présenter les excuses ou être conforté dans ses arguments et passer la tête haute. Et je crois qu'aujourd'hui, tout ce que nous avions dit par rapport à ce gouvernement, depuis août 2015, lorsque le président a manifesté, l'actuel président de la République a manifesté son désir d'être dans la course, tout ce que nous avons dit, point par point, virgule après virgule, se retrouve être vrai. Donc vous êtes un prophète avec l'histoire. en quelque Je ne suis pas un prophète. En sport, je ne connais absolument rien. En environnement, je suis un néophyte. En économie pure, je me recherche. Mais en question de développement et de politique, je crois que je prends le temps nécessaire d'observer. Je confonds mes informations. Nous allons rester dans le jargon politique et nous allons maintenant laisser ce dossier de Candide Azanaï. Nous allons parler du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Il y a eu la demande du projet de la procédure d'urgence qui a été rejetée par les honorables députés. Il y a la recevabilité qui a été adoptée à presque l'unanimité, sauf Guy Mitokwe. Alors, quel regard portez-vous d'abord sur ce projet et comment percevez-vous le fait que les députés qui ont refusé la procédure d'urgence acceptent la recevabilité et vice-versa? La Constitution béninoise a des lacunes, a des problèmes énormes. Donc vous êtes pour qu'on révise la Constitution? Nous avions en 2004 opiné à travers nos multiples chroniques sur l'une des radios de la place. Nous avions parlé par exemple du dictat des institutions, de l'érection de la République des juges. En ceci, ce que nous avions constaté à plusieurs niveaux par rapport aux décisions de la Cour constitutionnelle, que la Cour constitutionnelle vérifier la conditionnalité de certaines décisions, mais arriver à dicter la conduite à tenir. Nous l'avions reproché. Mais les tests permettaient cela à la Cour. Au niveau de la loi organique de la HAC,
Nous avons des non-dits qui permettent aujourd'hui au président de l'institution en charge de régulation de se mettre en position de gendarme, d'agir sans pour autant être remis à sa place. Nous avons constaté des failles entre les deux tours. Nous avons remarqué beaucoup d'insuffisances. À l'unanimité, l'on reconnaît qu'il faille toiletter la Constitution. Le combat avait été mené sous le président Yahi. On avait parlé de révision opportuniste. L'actuel chef de l'État, la télécommande, avait mis les bouchées doubles pour empêcher cela. Il avait mis les bouchées doubles pour empêcher beaucoup de choses. Il avait également mis les bouchées doubles pour nous donner la preuve. Je viens dans mon développement. Oui. Il avait mis les bouchées doubles également pour nous donner la preuve évidente qu'il maîtrisait la classe politique. Cette classe politique qui se retrouve aujourd'hui être au cœur du débat sur la révision de la Constitution, mais qui était partie pour voter la Constitution au niveau du Parlement. Et qu'est-ce qui s'est passé au dernier moment? Lui, c'était les mobilisations, les soulèvements, les levées de boucliers et la présence de certaines fortes personnalités. On n'aurait pas ce recul par rapport au refus de la procédure d'urgence, qui n'était, selon beaucoup d'analystes, qu'une farce. Mais on a reçu les explications du ministre d'État qui faisait croire que, explication que le gouvernement a son PTA et dans le PTA du gouvernement, la Constitution devait être révisée avant fin mars. C'était le ministre Diogbenou qui en a rajouté au feu en parlant de ce que le mois de mars, c'est le mois de la révision de la Constitution. Je pense que lui, il ne pêche pas, essaie de naïveté politique. Mais est-ce que selon vous... Je le plains, oui. Mais je le comprends. Je le comprends parce que lorsqu'on sort d'où il sort, lorsque très facilement on a eu quelques affaires, et on se retrouve propulsé devant la vie professionnelle dans son secteur, c'est normal que l'on pêche par essai, pas de naïveté, mais moi je parlerais de myopie intellopolitique. Je constate que le malheur du président Patrice Talon, c'est le ministre Diogbenou. Ah bon? Donc vous avez déjà fait une analyse alors? Je constate et je le démontre. Allez-y. Donc c'est lui qui porte entrave en fait au projet de loi constitutionnel? Non, il ne porte pas entrave, mais comment est-ce que vous pouvez faire des propositions en 43 points, ou près de 40 points sont objets à discussion et sont soumis à des modifications de taille? Trois hypothèses. Et le ministre Diogbenou dit qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle république? Trois hypothèses. Oui. Où l'on n'a jamais voulu de la Constitution et l'on y a inséré exprès des points qui vont enliser le débat. Oui. Et là, c'est qu'on serait dans la logique de la diversion, de la distraction du peuple pour se servir copieusement sur les autres plans, comme on le constate au niveau du PVI. Oui. Ou bien l'on fait preuve d'une ignorance doublée d'un amateurisme notoire. Ou bien l'on croyait surfer sur les 65%, parce que suivez mon regard, lorsque le chef de l'État recevait le rapport, un rapport qui n'avait pas été avalisé par le rapporteur, le professeur Joël Aïvo, qui finalement nous a démontré sa position, lorsqu'il présentait le rapport, c'était sous réserve. Et selon nous, nos investigations, au sein de la sous-commission qui s'est occupée du mandat unique et éventuellement du couplage de certains mandats, l'unanimité ou tout simplement l'entente n'avait pas été obtenue. Je parlais du troisième cas. Le premier cas, c'est qu'on analyse le débat pour se servir copieusement, on nous occupe. C'est comme si ce sont des chiens qui pourchassent quelqu'un, on jette des morceaux d'os aux chiens, les chiens s'en occupent et on se sert. Deuxième cas, c'est une ignorance doublé d'un amateurisme qui ne dit pas son nom. Troisième cas, c'est une méconnaissance de l'évolution de la situation sociopolitique au regard des imperfections du gouvernement, de l'incapacité de création de la richesse et éventuellement de la multiplication des actes impopulaires.
Mais selon vous, Puisque le chef de l'État... Où se situe en fait l'os dans la gorge J'en du viens. projet de loi de Puisque constitution? le chef de l'État, lorsqu'il recevait le rapport, in extenso, il a dit, ce qui est évident, le chemin parlementaire dans tous les cas est incontournable, que ce soit dans le cas du vote pour qu'on aille au référendum ou dans le cas du vote direct dans une proportion de 4/5. Selon vous, le référendum est obligatoire? Le chef de l'État lui-même, il a été clair qu'il va voir les députés et après, il ira vers le peuple. Soumettre à la représentation nationale. Et après, aller vers le peuple, Oui. aller vers le référendum. En ce moment, Donc c'est une promesse. Non, il planait, c'est un engagement. Il planait, il surfait encore sur les 65%. Mais à l'épreuve des événements, il a compris que légalement établi, le pouvoir du Bénin et du nouveau départ, renforcé par la coalition de la rupture, mais récupéré par le Bénin révélé, a retrouvé sa légitimité étiolée à l'aune des actes impopulaires, des actes qui ont contribué dangereusement à affamer le peuple. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un cas de figure où le référendum est d'avance d'un échec cuisant. Moi, je ne parlerai même pas par rapport au vote, mais par rapport à la participation. Tous les députés qui ont été sur le terrain l'ont constaté. Et les plus honnêtes l'ont évoqué. Donc pour vous, en fait, est-ce que vous êtes dans la dynamique comme le Front pro-social patriotique qui exige au gouvernement de retirer le projet de loi du Parlement et de penser à organiser des assises nationales pour obtenir un consensus autour du projet avant de passer à son étude au Parlement? C'est une option. Oui. Je ne suis pas totalement convaincu que cette option puisse permettre l'effectivité de la démocratie à la base. Je n'accepte pas qu'on déplace le pouvoir conféré aux députés, même si la majorité d'avant les législatives n'est plus la majorité avec les présidentielles. Oui. Je n'accepte pas que l'on parle des assises nationales alors que le canevas, le cheminement classique existe. Le cheminement classique est simple. Les députés sont dans l'obligation morale et physique d'écouter l'appel du peuple pressant. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont rejeter le projet en étude pour que le gouvernement revoie certaines dispositions où il y a des lois liberticides? Il y a deux possibilités. Dans le cas de figure, les réformes sont d'une importance notoire, sont d'importance, d'envergure considérable pour qu'on aille directement vers le peuple. Okay. On ne peut pas aujourd'hui, lorsqu'on sait comment les députés actuels ont été élus par la télécommande, lorsque l'on connaît les relations incestueuses de compromission que les actuels élus ont toujours eu avec l'actuel président de la République. Donc pour vous, ils sont toujours manipulés? Là, ils sont manipulés, manipulables. Il y en a parmi eux qui cherchent la caution parce qu'ils ont des dossiers sales. Il y en a parmi eux qui pensent que dans une logique de repositionnement, ils n'ont plus de chance de revenir. Donc il faut prendre le maximum, quitte à se mettre à l'abri après. Il y en a, bref, notre assemblée est toujours à géométrie variable. Et pour la même question, dans deux périodes différentes, sans changement fondamental, on peut être amené à voir des positions divergentes. Merci, Médéric François Gongo. Pour finir, quelle est votre perception, quels sont vos souhaits sur le projet de loi constitutionnelle? Qu'est-ce que vous espérez? On doit réviser. Le chef de l'État aujourd'hui apparaît ne pas tailler trop d'importance à la révision, sinon que dans le cas où il veut tout faire pour que les anciens présidents, notamment le président Bouliaï, ne reviennent pas, et dans le cas où il veut s'assurer les arrières. Dans ce cas de figure, je me dis que c'est une révision opportuniste. Alors, quelles sont les mesures que vous voulez, dans lesquelles vous voulez que la révision soit effectuée? Il faut tout simplement que les députés fassent le toilettage au maximum, qu'on aille à la base, pas qu'on rencontre les élus, qu'on rencontre le peuple, comme l'on a constaté dans certains endroits où les députés ont été renvoyés, qu'on rencontre le peuple, qu'on informe le peuple, qu'on y introduise beaucoup de changements jusqu'à le défigurer
comme le disait l'autre confrère, célèbre Hébert Ouibo, pour qu'on aille vers le référendum. Ça serait une occasion pour le chef de l'État de jauger de sa légitimité, même si à l'évidence, il sait qu'il est au creux de la vague par rapport à la popularité, ou il est au top de l'impopularité. Je crois que le jeu en vaut véritablement la chandelle et le débat doit être entièrement mené. Le peuple doit être associé. Les objecteurs de conscience doivent se mettre dans le... C'est vrai, nous pouvons avoir des petits contrats, nous pouvons avoir des petits engagements, mais nous devons agir pour que demain, lorsqu'on va nous présenter les journaux, lorsqu'on va nous faire dérouler nos émissions, que nous n'ayons pas de raison de baisser la tête. Merci. Parce qu'à l'évidence, seule l'histoire juge nos actions. Merci à vous, Médéric François Bongo. C'était Info Hebdo sur EZAE TV. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots de mon confrère que je mets un thème à cette émission de ce samedi 1er avril 2017. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain avec un autre numéro. Agréable week-end à vous.